Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Elsa Mourgue s'est intéressée aux communautés ultra-orthodoxes d'Israël et du Québec, et plus particulièrement de ses anciens membres qui ont décidé de porter plainte contre l'État à cause de leur éducation, ou plutôt de leur absence d'éducation. Alors pour ceux qui souhaitent lire le reportage, le lien est disponible dans la description du podcast. Et aujourd'hui, nous allons donc discuter avec Maître Poisson-L'Espérance, avocate d'un couple d'anciens juifs ultra-orthodoxes qui a porté plainte donc contre le ministère de l'Éducation du Québec. Maître, bonjour. Bonjour. Alors le 15 mai dernier, un juge québécois a validé la plainte du couple que vous défendez. Quelle est la suite de la procédure? Alors, ce qui s'est passé le 15, c'est on n'a pas encore gagné le recours au fond. C'est que les écoles juives, parce qu'on poursuit aussi les écoles elles-mêmes, et le gouvernement du Québec avait fait une requête pour faire rejeter à un stade préliminaire la demande en disant que nos clients n'avaient pas d'intérêt pour agir, qu'ils n'avaient pas l'intérêt pour faire déclarer que les écoles étaient illégales. Alors, le juge a déterminé que oui, effectivement, les demandeurs, Yohanan et Shipra, ont l'intérêt pour agir en droit public, pour représenter finalement les enfants qui ne reçoivent pas d'éducation actuellement, et que la Cour devait se pencher sur la question. Donc, la Cour a décidé que c'était une question d'intérêt public, que c'était une question sérieuse qui méritait d'être tranchée. Et donc là, maintenant, on poursuit finalement le cours normal d'un dossier. Donc, il faut faire notre preuve. On va procéder à des interrogatoires. Donc, on va interroger, nous, des gens du ministère qui sont responsables de gérer ces écoles, enfin, de gérer les écoles illégales. On va interroger le rabbin de la communauté qui s'occupe de tout ce qui est éducation dans la communauté. Et ensuite, on fera un procès là qui devrait avoir lieu l'année prochaine. D'accord, donc on n'a Donc, pas c'est encore ça de date. le processus. Ok. Alors justement, qu'attendent vos clients de ce procès? Alors, c'est un jugement déclaratoire, donc il n'y a pas d'argent qui est demandé. Il n'y a pas d'indemnité qui est demandée. Ce qu'on veut vraiment, on demande deux choses, de déclarer les écoles illégales, même si ça peut paraître évident qu'elles le sont parce qu'elles ne respectent pas les prérequis du programme obligatoire. On a besoin d'une déclaration d'illégalité par un tribunal. Et ensuite, la deuxième conclusion, elle vise spécifiquement le gouvernement, en particulier le ministère de l'Éducation, et on demande au tribunal de déclarer que le gouvernement, en tolérant ces écoles, viole ses propres obligations en matière d'instruction publique. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est de savoir est-ce que le ministère a une obligation positive de s'assurer que les enfants fréquentent des écoles qui sont dans le réseau des écoles reconnues. Pour nous, c'est une obligation qui est claire. Ce que dit le ministère, c'est que c'est une obligation qui incombe aux parents de s'assurer que leurs enfants vont dans des écoles légales. Et nous, on dit, ben non, c'est le ministère qui doit s'assurer, parce que parfois les parents ne respectent pas la loi, et que ce soit pour des raisons religieuses ou ça pourrait être pour d'autres raisons. On pense à des communautés, par exemple, qui voudraient, je sais pas, que leurs enfants passent la journée à jardiner. Ben, c'est pas quelque chose qui est accepté dans nos valeurs canadiennes. Il faut que les enfants toute la journée, ou en tout cas un certain minimum d'heures, reçoivent des cours de français, d'anglais, de mathématiques, d'histoire, de géographie, etc. Donc, et la Cour a tranché déjà à plusieurs reprises, même la Cour suprême, en disant que ça fait partie des valeurs fondamentales canadiennes que d'assurer que les enfants reçoivent une éducation de base qui soit uniforme. Donc, selon nous, on a un très bon cas, mais c'est sûr que le gouvernement va faire valoir qu'il n'a pas d'obligation, lui, positive de s'assurer que les enfants fréquentent l'école. Mais d'autant plus si ces écoles sont reconnues comme illégales par le gouvernement, on imagine bien que le gouvernement derrière doit avoir une responsabilité quelconque de s'assurer. Exactement. Et on a un réseau, évidemment, où il y a des écoles publiques et on a un réseau d'écoles privées. Et les écoles privées doivent toujours obtenir un permis
auprès du ministère de l'Éducation pour justement que le ministère s'assure que les professeurs sont compétents, que la bibliothèque a des livres qui font partie des programmes, etc. Et dans le cas des écoles à Boisbriand, qui sont les écoles qu'on vise par le dossier, l'école de filles a déjà eu un permis. Elle a déjà eu un permis et ce qui se passe souvent dans les communautés hassidiques, c'est qu'ils vont utiliser le permis qui est octroyé aux écoles de filles parce que les filles reçoivent un peu plus d'éducation séculière que les garçons. Les garçons doivent vraiment se concentrer à étudier la Torah dans leur communauté. Donc, ils vont utiliser le permis de l'école de filles en disant que les garçons fréquentent aussi ces écoles, mais finalement, c'est seulement les filles qui y vont et ils disent qu'ils donnent des cours, mais de fait, quand les représentants du ministère font des visites, on se rend compte qu'elles ne respectent pas les obligations conformément au permis délivré par le ministère. Et c'est pour ça que au fil des années, elles ont perdu leur permis. Leur permis, elles l'avaient au début des années 2000. Et le ministère a dit, ben, vous respectez pas nos prérequis, donc on vous retire le permis. Mais en retirant le permis, ils ne se sont pas assurés par ailleurs que l'école fermerait. Donc, les enfants ont continué d'aller à l'école sans que l'école ait un permis. Et c'est cette situation de tolérance qu'on reproche au gouvernement parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on le sait que ces écoles existent, on le sait qu'elles sont illégales et le gouvernement ne fait rien pour les fermer. Alors justement, vous parliez du cas des écoles à Boisbriand, donc en banlieue de Montréal. Est-ce qu'on sait combien d'écoles de ce genre existent au Québec? Oui, alors c'est difficile évidemment puisque ce sont des écoles illégales, donc d'en faire le suivi serré. On pense qu'il y a à peu près une école pour garçons et une école pour filles, au minimum pour les 6 communautés hassidiques qu'il y a à Montréal. Et ce sont des écoles parfois qui sont séparées primaires, secondaires, donc ça ferait une douzaine d'écoles au minimum qui ont des enfants là, de 6 ans à 16, 17 ans, 18 ans. Rien que pour Montréal et environ, là, pour le coup. Oui, Montréal et environ. Toutes les communautés hassidiques sont dans l'île de Montréal, au centre, sauf Boisbriand, qui est la seule communauté à l'extérieur de Montréal. Il y avait une autre communauté ultra-orthodoxe qui était encore plus loin, à peu près à 1h30 de Montréal. Et cette communauté-là a quitté le Québec parce que justement la direction de la protection de la jeunesse avait fait une descente dans cette communauté-là parce qu'il y avait énormément d'enfants non scolarisés et qui étaient négligés. Et la communauté a décidé de quitter. Elle est maintenant rendue, je pense, au Nicaragua. Elle a d'abord passé par l'Ontario. Oui, alors on parle de la communauté qui était à Sainte-Agathe-des-Monts, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord, oui, ben, j'allais aborder cette question avec vous. Ils sont passés en Ontario, donc là maintenant ils sont au Nicaragua, vous dites. Oui, parce que l'Ontario aussi les a est rentré dans la communauté en disant que ça n'a pas de sens. Il y avait beaucoup de cas de négligence, donc des enfants qui restaient toute la journée dans des maisons très insalubres. Donc, et ça, c'est une procédure qui est assez courante ici, là. Donc, quand que ce soit des communautés religieuses ou pas, là, ça n'a rien à voir avec si c'était une communauté religieuse, mais si un enfant est négligé, la direction de la protection de la jeunesse peut intervenir. Et dans le cas des écoles, il y a eu des descentes de police dirigées par la direction de la protection de la jeunesse à quelques reprises à Montréal, pas dans les écoles de Boisbriand, mais il y en a eu récemment dans une école de la communauté Vilnius, qui est une des communautés hassidiques de Montréal. Et effectivement, la direction de la protection de la jeunesse est venue et a constaté qu'il y avait des enfants qui étaient présents pendant la journée et donc ils n'étaient pas à l'école, dans une école reconnue. Alors, c'est difficile un petit peu parce qu'il y a le gouvernement a plusieurs acteurs. Il y a le ministère de l'Éducation, la direction de la protection de la jeunesse et ils essayent parfois d'intervenir, mais toujours un peu
maladroitement et ils traitent jamais le problème de façon systémique une seule fois. C'est comme des petites actions sporadiques, souvent en réponse à une sortie médiatique qui vient dire encore les enfants non scolarisés, etc. Mais le problème est toujours pas réglé et ça fait des décennies que ça dure. Alors, cette communauté justement de Sainte-Agathe, c'est la seule qui s'est déplacée en l'occurrence. Est-ce que c'est un risque pour les autres communautés? Là, vous dites qu'il y a eu des descentes de police récemment. Est-ce que c'est un risque finalement de voir ces communautés se déplacer, sortir du Québec pour finalement continuer leur pratique ailleurs? Ben, écoutez, c'est sûr que c'est possible que certains le fassent. Euh, Dans la communauté hassidique de Montréal, ce serait très étonnant. Au contraire, on voit les porte-paroles de ces communautés-là. Déjà, ils ont un porte-parole qui parle aux médias, ce qui est pas le cas de la communauté hassidique de Boisbriand. Euh, Ces communautés-là font un effort pour se scolariser, pour scolariser graduellement leurs enfants. Ce qu'on voit actuellement, c'est la scolarisation à la maison. Donc, les enfants reçoivent à la maison, ou en tout cas devraient recevoir à la maison, l'enseignement séculier par leur mère en général, et ils peuvent fréquenter l'école religieuse une partie du temps. Mais là, dans les accords avec le gouvernement, ils ne doivent pas être toute la journée à l'école religieuse, parce que sinon, quand est-ce qu'ils feraient les matières séculières? Donc, on voit vraiment un effort, et ils le disent, on se rend bien compte qu'on n'aura pas le choix de se conformer un minimum aux prérequis scolaires. La communauté tâche de Boisbriand, c'est pas encore prononcé à l'effet que oui ou non, ils voudraient au minimum donner à leurs enfants certaines matières séculières. Donc, on attend de voir. Ils n'ont pas fait encore de déclaration concernant le recours. Donc, on sait pas s'ils vont dire, bon, ben, on plie bagage, on s'en va et on va essayer de continuer de garder exactement le même système éducatif pour nos enfants ou s'ils vont bien vouloir, au moins se conformer pour une partie et graduellement faire la transition vers des écoles reconnues. Et comment elles se financent ces écoles finalement? Par la communauté elle-même? Oui, alors ça dépend des écoles. Les écoles qui sont illégales ont déjà été financées, mais quand le premier scandale est sorti dans les années vers 2006, Émilie Dubreuil, une journaliste à Radio-Canada, avait sorti un au téléjournal. C'était la première grosse sortie sur le nombre d'enfants qui étaient dans ces écoles. Le gouvernement, à partir de ce moment-là, a arrêté les subventions. Donc, les écoles qui sont illégales ne sont pas subventionnées par l'État. Bon, évidemment, elles le sont en quelque sorte quand on parle de pour l'eau, l'électricité, tout ça, parfois c'est pris en charge, mais c'est vraiment la communauté qui finance et on ne sait pas exactement d'où vient cet argent. On pense qu'il y a beaucoup de riches familles de New York qui financent parce que la communauté hassidique à Montréal est très liée aux communautés hassidiques de New York. Les mariages entre familles sont très fréquents. Et donc, on pense qu'il y a beaucoup de familles new-yorkaises qui financent les communautés hassidiques ici, qui sont pas très riche. En fait, au contraire, c'est une communauté qui est très pauvre à Montréal, la communauté hassidique. Les gens sont sur ce qu'on appelle le bien-être social, les aides d'État, parce que la plupart des gens n'ont pas de travail et sont financés par l'État en partie là pour ce qui est du revenu minimum. Donc, on comprend mal justement comment ces écoles sont financées parce que les communautés sont très pauvres. Donc, est-ce que aussi simplement, par exemple, les hommes qui enseignent aux enfants garçons sont en général des gens de la communauté, donc, et passent leur journée de toute façon à étudier la Torah. Donc, c'est une espèce ils sont plus à la synagogue et ils étudient la Torah. Donc, c'est sûr ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de bibliothèque comme nous on a. Donc, c'est sûr que c'est un système complètement différent là, du nôtre concernant le financement.
Et alors justement, on sait combien d'enfants sont scolarisés dans ces écoles chaque année? On pense au minimum 2000, là, ça c'est sûr, même peut-être 5000. Il y a aussi toute une tranche d'écoles où là, il y a plusieurs milliers d'enfants qui sont légales, mais qui sont toujours, c'est-à-dire elles ont un permis, mais chaque année, le ministère leur dit, bon, ben, vous remplissez pas tout à fait les prérequis, et ça concerne d'autres milliers d'enfants. Évidemment, ça va en grandissant parce que ces familles ont 6, 7 enfants par famille, donc il va en avoir de plus en plus de toute évidence et à un taux de croissance beaucoup plus important que les nôtres. Euh, donc, c'est ça, on estime, la communauté assidique, c'est peut-être 20 000 personnes à Montréal. Et la moyenne d'âge à Boisbriand est de 12 ans. Donc, ça vous donne une idée. Évidemment, plus de la moitié des gens sont des enfants dans la communauté, donc fréquentent les écoles assidiques. Et alors, justement, depuis la plainte de Yohanan et Clara, est-ce qu'il y a eu d'autres membres de ces communautés qui se sont fait connaître et qui souhaitent suivre éventuellement la même démarche? Alors, oui, peut-être pas la démarche juridique parce que maintenant qu'on a un cas, c'est plus vraiment nécessaire de faire d'autres démarches juridiques. Par contre, il y a effectivement énormément de gens qui sortent des communautés et je pense que c'est un facteur pour lequel qui milite en faveur, même pour la communauté, de se moderniser dans leur éducation parce qu'ils se rendent bien compte qu'avec Internet, les enfants des communautés, les adolescents particulièrement, ont conscience de ce qui se passe à l'extérieur, ont conscience de ce qui se passe autour d'eux et veulent les ordinateurs, veulent se connecter. C'est interdit d'avoir des ordinateurs, d'avoir accès à Internet pour les gens des communautés assidiques. Donc, ayant conscience de ça, il y a de plus en plus de gens qui quittent et ça devient un problème parce que les gens qui quittent se retrouvent évidemment sans diplôme d'études ni secondaires ni primaires et sans l'aide de leur communauté. Et c'est le cas de nos clients. Quand ils ont quitté la communauté, bien évidemment, ils se sont fait répudier par leur communauté, par leur famille. Et ils connaissaient personne à l'extérieur de la communauté et ils n'avaient pas non plus les outils pour aller demander un travail. Ils ne parlaient pas la langue, ils ne parlaient pas le français. Donc, cette situation est très problématique. Puis, il y a un groupe ici qui s'occupe d'aider les gens qui sortent. Donc, c'est tous des ex-acidiques qui aident des nouveaux ex-acidiques à comprendre un peu comment fonctionne notre société, prendre le métro, enfin des choses assez de base là, auxquelles ils sont pas confrontés quand ils vivent enclavés dans leur communauté. Alors, c'est ça en fait, il existe, vous le disiez, des groupements. Est-ce que c'est quoi? C'est des associations et qui sont canadiennes, du coup, qui aident ces personnes qui veulent sortir de ces communautés à se réintégrer, à trouver un travail peut-être Oui, alors ce sont des associations. Pour l'instant, il y a une OSBL qui aide, donc qui a été fondée par des ex-acidiques, notamment avec nos clients. Et il y a aussi les services communautaires juifs, qui est là une organisation très structurée qui s'appelle OMET et qui est une organisation juive qui aide de façon générale la communauté juive de Montréal. Et elle aide aussi des ex-acidiques à se débrouiller. Ils ne se sont pas positionnés pour ou contre le recours. C'est vraiment simplement de dire on accueille et on aide les gens qui veulent sortir de la communauté à se débrouiller à l'extérieur de celle-ci. Et il n'y a pas encore de la part du gouvernement québécois d'aide à ces gens-là. Et nous, c'est quelque chose qu'on aimerait faire avec le recours. Ce serait même s'il n'y a pas de question d'argent, de dire il faut trouver une façon de permettre aux gens qui veulent se scolariser de le faire. Parce que nos clients, par exemple, bon, ils avaient 35 ans quand ils sont sortis de la communauté, mais disons quelqu'un qui a 16-17 ans et qui a encore beaucoup d'années devant lui pour travailler, pour se scolariser, c'est encore le temps de le faire. Même à 35 ans, on peut le faire, mais quelqu'un qui sortirait plus vieux,
pourrait juste de dire on va vous donner au moins les moyens pour trouver un emploi et pour les plus jeunes de recommencer puis d'aller à une école un peu comme les enfants immigrants font des écoles d'accueil où on apprend la langue, la base du comment la société fonctionne. Donc, ce serait de faire un peu la même chose pour les ex-acidiques. Ouais, voilà, parce que pour trouver un emploi, même au niveau du gouvernement, pour le moment, il n'y a pas d'aide venant d'eux. Il n'y a pas d'aide, non, non. Objectif aussi avec cette plainte et Il n'y a pas d'aide spécifique pour les ex-acidiques. Maintenant, nos clients sont allés dans les écoles de francisation où vont les autres immigrants. Euh, ces classes d'accueil. Euh, donc, c'est ce qui est particulier parce qu'ils ont grandi ici. Mais, ouais. alors, de ce que vous disiez tout à l'heure, on arrive à comprendre que si le gouvernement a laissé autant d'enfants finalement échapper au système éducatif classique, c'est parce que pour eux, enfin en tout cas ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que bah, c'est aux parents de s'assurer que les enfants vont dans ces écoles reconnues. Bon, manifestement, ça fonctionne pas pour tout le monde. Alors, du coup, concrètement, que peut faire le gouvernement pour enrayer le problème, pour empêcher qu'il y ait d'autres membres qui portent plainte? Alors, vous le disiez, c'est peut-être pas intéressant, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire du coup pour vraiment bah, enrayer cette question-là, ce problème-là, et intégrer ces enfants et faire en sorte qu'ils suivent une scolarité reconnue, légale? Alors, le recours ne vise pas à déterminer qu'est-ce que devra faire le gouvernement. Évidemment, on peut pas, on pourra pas décider comment le jugement va être appliqué. C'est pour ça qu'on demande vraiment une déclaration à l'effet que la tolérance, elle est illégale. Après, comment ils vont l'appliquer? À tout le moins, ils vont devoir s'assurer que les enfants reçoivent les matières obligatoires. Ce qui a été fait avec, il y a eu une transaction qui a été faite avec la communauté Satmar, qui est une des communautés assidiques de Montréal, parce qu'il y a quelques années, le gouvernement avait pris une injonction pour faire fermer une école pour garçons de la communauté Satmar. Et ça s'est terminé par une transaction entre la communauté et le gouvernement. Et la transaction est à l'effet que l'école obligatoire doit être délivrée à la maison par les parents. On peut toujours se poser la question comment des parents qui n'ont pas eux-mêmes reçu une éducation séculaire peuvent la transmettre à leurs enfants. Mais c'est ce qui a été décidé entre la communauté et le gouvernement. Et la commission scolaire, les commissions scolaires au Québec sont chargées de s'assurer sur leur territoire là, de la scolarisation des enfants. Donc, une commission scolaire de Montréal doit faire le suivi avec les parents, doit offre des tutorats aux parents et aux enfants. Donc, il y a un certain suivi qui est fait par la commission scolaire. On va voir, c'est tout nouveau. La transaction a été entérinée en novembre 2015. Donc, on ne sait pas encore si ça fonctionne, hein, parce que ça prend quand même un peu de temps pour voir si l'adaptation se fait, si effectivement les enfants sont capables de suivre le programme obligatoire. Donc, ça sera peut-être une des solutions qui va être, et c'est peut-être la solution, ce que disent certains, la moins invasive pour la communauté. Après, il faut voir si cette solution permet de respecter quand même les matières obligatoires. Et surtout, est-ce qu'ils reçoivent une éducation de gens qui sont qualifiés pour la donner? Parce que nous, il y a quand même cette inquiétude-là de dire ben, comment des parents peuvent enseigner à leurs enfants alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes reçu une éducation. Mais le gouvernement va devoir, si on gagne, va devoir appliquer le jugement et trouver une façon de faire. Donc, il y a des façons plus invasives que d'autres. Les descentes de DPJ, c'est très invasif parce qu'il y a la police qui débarque à l'école. Pour les enfants, c'est quand même un peu ça peut être traumatisant. Donc, le gouvernement a un spectre assez large pour agir, mais il va devoir le faire. Ça, c'est non contesté qu'il va devoir faire quelque chose. Alors, parce que vous le disiez, le recours concerne le gouvernement, mais également les écoles. En l'occurrence, donc ben justement, si vous gagnez ces écoles-là, comment le jugement va les impacter? Euh,
ces écoles-là fonctionnent dans l'illégalité depuis toujours. Donc, une déclaration d'illégalité, elle est nécessaire pour les fins du dossier, mais je pense qu'elles sont conscientes qu'elles n'ont pas de permis puis que des enfants fréquentent l'école. Après, elles vont probablement faire valoir des arguments de liberté de religion, donc en disant que elles ont le droit de choisir l'éducation, les parents ont le droit de choisir l'éducation qu'ils délivrent à leurs enfants, etc. Comment ça va les impacter? Ben, ils auront pas le choix, encore une fois, de respecter ce que va faire le gouvernement avec le jugement. Donc, la déclaration d'illégalité pour les écoles, c'est pas elle qui va les forcer à agir. Ça va forcer le gouvernement à agir et puis, et là, le gouvernement va pouvoir, lui, se prévaloir du jugement en disant, ben regardez, il y a une cour qui m'a dit que vous êtes illégal. Et je dois faire quelque chose pour régulariser la situation. Donc, c'est aussi un outil, ce jugement-là peut être aussi un outil pour le gouvernement pour intervenir. Parce que si le gouvernement n'intervient pas, suite au jugement, il se retrouve en outrage au tribunal parce qu'il y a un jugement qui lui dit d'agir. Donc, c'est évidemment si on gagne, hein, mais c'est un peu ça. De faire quelque chose. Oui, oui. Donc, ça va les lier, ces écoles-là aussi. Après, comme vous dites, est-ce qu'elles vont vouloir quitter le Québec pour continuer? C'est difficile à dire, mais je pense ça se peut aussi que ça divise la communauté. Hein? C'est pas impossible. Puis, qu'il y en ait qui veulent faire la transition vers d'autres. Il y a de plus en plus de gens qui quittent, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens dans la communauté qui ont des membres de leur famille à l'extérieur de la communauté. Et ça, c'est un élément, évidemment, qui, sur le plan sociologique, peut influencer la communauté à dire, ben, on va pas se braquer parce que sinon, il y aura de plus en plus d'exodes de gens de notre communauté. La division existe déjà. Et alors justement, dans notre article, on fait mention d'autres plaignants qui sont en Israël, eux en l'occurrence. Est-ce que vos clients sont en lien avec ces plaignants-là? Oui, absolument. Nos clients sont en lien. D'ailleurs, il y a donc cette même journaliste qui avait un peu découvert l'affaire ici, a fait un documentaire qui est sorti il y a un mois. Et le documentaire traite justement du recours en Israël, du recours au Québec et du recours à New York. Parce qu'il y a un recours également aussi à New York. Et oui, nos clients sont en contact avec Yossi et Moïse qu'on voit dans le documentaire. Et moi, je vais les visiter là dans 2 semaines également. Je m'en vais en Israël pour des raisons personnelles, mais j'aurai l'occasion de les rencontrer. Et je pense que ça éclaire beaucoup sur le fait que c'est un problème qui est généralisé, ce problème de manque d'éducation chez les assidiques. Et ça fait du bien, je pense, de se lier à ces autres cours. C'est intéressant sur le plan juridique aussi de voir que les positions des gouvernements sont très similaires. Donc, on a toujours tendance à dire, ben c'est pas de notre faute, c'est la faute des parents. Je pense que c'est le cas aussi en Israël. Donc, et à New York aussi. Donc, ça va être très intéressant de voir comment juridiquement ces 3 dossiers vont évoluer. Et en plus, on est à peu près au même stade. Donc, les dossiers évoluent un peu vraiment en parallèle et de voir aussi comment sociologiquement ça va être reçu dans les communautés et dans communauté assidique et aussi le reste de la communauté montréalaise, new-yorkaise et israélienne. Vous allez pouvoir voir les 3 cas finalement Oui. en parallèle évoluer. Oui. Ok. Très bien. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé un peu sur toute cette affaire et puis sur les suites auxquelles on peut s'attendre. Merci beaucoup. Et puis donc, pour ceux qui veulent lire ce grand reportage, je vous rappelle que le lien est dans la description du podcast. Et donc, encore un grand merci à Maître Poisson l'Espérance pour avoir participé cette semaine. Et à tous nos autres internautes, même de manière générale, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre podcast sur 8e étage.